le 13h, Julie Morel. Merci de choisir la RTBF pour vous informer à la une de l'actualité. Une possible 3e dose de vaccin pour les Belges dès le mois de décembre. Le sujet est en débat pour le moment. L'objectif visé, renforcer l'immunité des plus vulnérables sur le long terme. Faut-il vacciner les adolescents comme aux États-Unis? Autre question qui fait débat en Belgique. De son côté, l'OMS plaide plutôt pour donner ces doses aux pays moins développés. Les appels à la désescalade au Proche-Orient n'ont pas encore été entendus. Plusieurs frappes israéliennes ont eu lieu cette nuit sur Gaza, tuant notamment 10 membres d'une même famille. De son côté, le Hamas continue d'inonder Israël de roquettes. Le prix Francky, le Nobel belge en quelque sorte, a été décerné à l'astrophysicien Michael Gillon, découvreur d'exoplanètes. Nous reviendrons avec lui sur cette quête passionnée de vie extraterrestre. Et puis au rayon patrimoine, la roue du moulin de Ferrières tourne à nouveau après une restauration très symbolique pour tous les habitants de la région de Héron en province de Liège. Nous serons sur place avec Marc Mélon. Voilà, et désolé pour ce générique qui a quelques petits ratés. Bonjour à toutes et tous. Je vous propose pour commencer ce journal de jeter un œil aux derniers chiffres de l'épidémie en Belgique qui sont rassurants et continuent de baisser de manière très régulière. 145 admissions par jour à l'hôpital, une baisse de 13% en moyenne sur la semaine. 643 lits occupés en soins intensifs. Tout indique en fait qu'on atteindra l'objectif des 500 lits pour le 9 juin quand les différents assouplissements entreront en vigueur. Et on notera également que le taux de reproduction du virus est actuellement de 0,89. Je vous rappelle que quand ce taux est inférieur à 1, ça montre clairement que l'épidémie ralentit. La campagne de vaccination et cette question à présent, les Belges vont-ils recevoir une 3e dose de vaccin dès le mois de décembre de cette année? C'est une option, Rachel Crivellaro, qui est clairement sur la table. Oui, même si la réflexion n'est pas aboutie, la Task Force Vaccination planche très sérieusement sur l'idée d'administrer une 3e dose à certains publics l'hiver prochain. L'objectif de ce rappel consisterait à doper, à booster l'immunité des plus fragiles, 6 mois quelque part après leur avoir administré une première vaccination, les aider également à lutter contre d'éventuels variants. Alors je vous le disais, la réflexion est loin d'être encore aboutie et elle suscite d'ores et déjà quelques réserves, surtout parce que cette suggestion d'une 3e dose, elle émane surtout des grands fabricants de vaccins comme Pfizer ou Moderna. Ce sont en effet eux qui ont mis sur la table l'idée de cette 3e dose au nom de l'immunité et pour lutter plus efficacement contre les variants. Du côté scientifique, on n'est pas tout à fait dupe d'une possible opération marketing, mais on ne veut pas pour autant évacuer complètement l'opportunité de cette 3e dose. Je vous propose d'écouter à ce sujet Yves Van Latem, c'est le porte-parole du Centre de crise interfédérale contre le Covid. Vous avez raison d'y penser et de le verbaliser aussi. Pour l'instant, ça reste une réflexion scientifique. On a, en sens inverse, aucune preuve que l'immunité diminue de manière importante au bout de 6 mois. Si on visait certaines personnes, ce sont les personnes les plus fragiles, donc les personnes dans les homes, par exemple, ou les personnes au-dessus d'un certain âge, les personnes avec ce qu'on appelle une immunodépression. Et on réfléchit déjà d'ailleurs maintenant, comme la France, à donner une 3e dose aux gens immunodéprimés qui prennent de la cortisone, qui sont des greffés, par exemple, et éventuellement au personnel de santé. Yves Van Latem, interviewé par Rachel Crivellaro. Merci Rachel. Aux États-Unis, le vaccin Pfizer peut désormais être inoculé aux 12-15 ans. L'Agence américaine des médicaments a donné son feu vert. De son côté, le patron de l'OMS appelle plutôt à donner ces doses en priorité aux pays défavorisés. Une question sanitaire et éthique dont on discute aussi en Belgique en ce moment. Joséphine Turly et Laurent Van de Berg. Dans l'absolu, il s'agit plutôt d'une bonne nouvelle. Le vaccin Pfizer est fiable pour les 12-15 ans. Les États-Unis commencent d'ailleurs la vaccination des plus jeunes. Mais l'Organisation mondiale de la santé appelle toutefois à la solidarité envers les pays défavorisés. I understand why some countries want to vaccinate their children and adolescents. But right now, I urge them to reconsider and to instead donate vaccines to COVAX. En Belgique, cette question éthique est déjà débattue au Conseil supérieur de la santé. Est-ce qu'il est vraiment éthique de vacciner des enfants qui ne sont pas à risque et qui ne sont pas très malades? Les dernières données qu'on a en Belgique montrent toujours la même chose. Cette maladie, jusqu'à présent, reste toujours vraiment une maladie légère chez les adolescents et chez les enfants.
Et donc, est-ce qu'il est vraiment éthique de les vacciner eux, alors qu'on sait que dans d'autres pays, des vieillards et des personnels de la santé ne peuvent pas recevoir le vaccin parce que ces pays ne les ont pas. Mais dans les faits, il faut d'abord atteindre les 70% de vaccination en Belgique et donc convaincre les adultes. Quand on se lance dans une campagne de vaccination, c'est très important d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire d'aller jusqu'au moment où la vaccination va faire s'estomper la circulation du virus. Ensuite, il serait indispensable d'aider les pays avec qui nous entretenons des liens. On aura probablement beaucoup plus d'avantages à soutenir un effort de vaccination dans les pays qui sont en dehors de l'Europe et en dehors des États-Unis, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, pour les aider à maîtriser aussi ce phénomène épidémique, parce que sinon on va être sujet sans arrêt à des risques d'importation de cas, de variants. L'épicentre de l'épidémie n'est plus en Europe, les vagues mortelles touchent les pays les moins riches et des tranches d'âge à risque. Le point présent sur la situation au Proche-Orient. L'armée israélienne a procédé à de nouvelles frappes cette nuit sur l'ensemble de la bande de Gaza. Parmi les victimes, 8 enfants et 2 femmes d'une même famille. Les sites de lancement de roquettes sont notamment ciblés par l'armée israélienne. Roquettes qui continuent de pleuvoir sur le territoire israélien. Environ 2000 ont été lancées depuis lundi. François Marache, Philippe Antoine. Une nuit de plus illuminée par des tirs de roquettes du Hamas depuis la bande de Gaza en direction d'Israël. Il y en a eu plus de 2000 depuis le début de la semaine. Une nuit de plus, au cours de laquelle des frappes israéliennes détruisent ce que l'armée appelle des sites de lancement souterrain de roquettes, avec ces inévitables drames qui se découvrent à la lumière du jour. Ici se dressait un immeuble de 3 étages où se trouvaient 8 enfants et 2 femmes. Tous ont été tués. L'immeuble qui a été détruit abritait une famille de 10 personnes, 8 enfants avec leur mère et leur père. Les enfants avaient de 1 an à 8 ou 9 ans. Le plus âgé avait environ 9 ans. C'est une tuerie systématique et programmée, sans la moindre justification. C'est incroyable, c'est inhumain. Au total, Israël a frappé environ 800 cibles sur l'ensemble de la zone de Gaza depuis le début de la semaine. C'est notamment le réseau de tunnels souterrains qui permettent aux combattants et aux dirigeants du Hamas de se déplacer qui est visé. Et le discours officiel reste synonyme de fermeté. Le Hamas a commis une grosse erreur en décidant d'ouvrir le feu contre l'État d'Israël. L'armée israélienne a répondu en attaquant à son tour avec une opération préparée à l'avance et des étapes supplémentaires sont prêtes. Nous utilisons une force de frappe conséquente avec des objectifs multiples afin de porter un coup dur à la capacité de production d'armes du Hamas et du djihad islamique palestinien. Les nombreux appels internationaux à la désescalade n'ont visiblement pas encore été entendus. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit demain. Et en réaction à cette situation au Proche-Orient, plusieurs manifestations en Europe, manifestations en solidarité avec la Palestine principalement. 4000 personnes à Copenhague, au Danemark, une manifestation qui s'est terminée avec plusieurs arrestations suite à des violences. À Bruxelles, un rassemblement est prévu cet après-midi. Et à Paris, la manifestation de soutien à la Palestine n'a pas été autorisée par le ministre de l'Intérieur, mais elle pourrait avoir lieu malgré tout. Dans la suite de ce journal, l'obligation pour les chasseurs de retrouver le gibier qu'ils ont blessé. Et les chiens de sang sont pour ça une aide précieuse. Le succès des BD historiques avec de plus en plus de titres en rayon mettant en lumière les grands épisodes de l'histoire. Et puis un gros défi pour Eric Rose. Il remonte la Meuse en paddle, 137 km en 4 jours. La Chine vient une nouvelle fois de démontrer qu'elle était devenue un acteur incontournable dans la conquête spatiale. Elle a réussi à poser ce matin un petit robot téléguidé à la surface de Mars. Atterrir sur la planète rouge est loin d'être facile. Dans le passé, de nombreuses missions européennes, russes et américaines se sont soldées par des échecs. Le robot équipé de panneaux solaires pour l'alimentation électrique est censé être opérationnel durant 3 mois environ. Il est équipé de caméras, de radars, de lasers qui lui permettent d'étudier l'environnement martien et notamment la composition des roches. Le robot Zhurong qui arrive sur la planète rouge quelques mois seulement après Persévérance, le rover de la NASA. Vous vous en souvenez peut-être.
Et on va rester dans le domaine spatial avec notre invité, Michaël Gillon. Bonjour Michaël Gillon, qui vient de recevoir le prestigieux prix Francky. Je le disais en titre, c'est un peu le Nobel belge, en quelque sorte, le prix Francky. Un prix qui récompense en tout cas vos découvertes révolutionnaires en astronomie. Grâce au télescope que vous avez conçu, plusieurs exoplanètes similaires à la Terre ont pu être observées. Et avant d'en parler ensemble, on va regarder cette petite séquence de Pascal Bolekens qui revient sur cette découverte majeure qui a rendu Michaël Gillon mondialement célèbre. Cette découverte liégeoise dans le domaine de l'astronomie. C'est la première fois qu'il passe à la télé. Post-doctorant à Genève, l'astrophysicien avec une équipe suisse vient de découvrir le transit d'une petite planète de glace tournant autour de son étoile. C'est une toute petite planète comparable à Neptune, voire plus petite, on ne sait pas encore. Il faudra des observations ultérieures pour le déterminer. Donc elle pourrait être composée, comme Neptune, d'un gros cœur de roches et de glace. Le début pour lui d'une véritable chasse aux exoplanètes, ces planètes qui tournent autour d'une autre étoile que notre Soleil. En 2016, première mondiale pour Michaël Gillon et son équipe avec le télescope TRAPPIST installé par l'Université de Liège au Chili. La découverte de 3 exoplanètes semblables à la Terre grâce à une astuce. C'est le passage de la planète devant l'étoile, ce qui va entraîner une petite chute de la luminosité de l'étoile. Donc pendant quelques dizaines de minutes, elle va nous apparaître moins lumineuse. Et puis quand la planète a fini son passage, elle va retrouver sa luminosité normale. C'est ça qui vous a mis la puce à l'oreille? C'est ça, oui. Donc c'est vraiment ces ombres de planètes qui passent devant l'étoile qui nous permettent de déduire qu'il y a un corps planétaire. Et puis après, on l'a confirmé. Et puis après, on a préparé les observations pour les étudier. Explorateurs du XXIe siècle, ces astronomes ne naviguent pas sur des vaisseaux, mais bien sur des ordinateurs. Leur horizon, c'est l'univers et leur Graal. On cherche à répondre à une question qui est très vieille. Sommes-nous seuls dans l'univers? Est-ce qu'il existe d'autres mondes comme le nôtre? Est-ce qu'ils sont habités par quelle forme de vie? Son équipe va ainsi mettre au jour TRAPPIST-1, un système unique de 7 exoplanètes. L'annonce de la découverte belge est faite par la NASA. Le docteur Michaël Gillon et son équipe ont utilisé le télescope Spitzer pour découvrir qu'il y a 7 planètes de la dimension de la Terre près de l'étoile TRAPPIST à environ 40 années-lumière d'ici. Certaines de ces planètes, dont on en apprend un peu plus tous les jours, pourraient bien être habitables. C'est le nouveau terrain de jeu pour notre astrophysicien. En 2017, le Time le classera parmi les 100 personnalités les plus influentes de la planète. C'est pas mal, ça quand même, Michaël Gillon. Parmi les 100 personnalités les plus influentes de la planète. Pour arriver à un résultat comme celui-là, c'est quoi l'ingrédient principal? Parce que les connaissances scientifiques, il y a quand même pas mal de scientifiques qui les ont, en l'occurrence, à travers le monde. C'est quoi le plus? C'est l'intuition? C'est la patience? C'est quoi qui fait la différence? Je pense qu'il y a aussi la chance qui intervient dans la recherche. C'est un ingrédient important. Mais il faut aussi essayer d'avoir des idées originales, de chercher un peu où les autres ne cherchent pas, être un peu innovateur. Parce que vous, en l'occurrence, vous avez vraiment cherché un endroit où on n'allait pas, autour des étoiles froides, c'est ça? C'est ça, ultra froides. Donc vraiment des toutes petites étoiles qui sont très fréquentes à l'échelle de la galaxie, mais qui n'étaient pas le centre d'intérêt. Le centre d'intérêt, c'était plutôt les étoiles comme le Soleil. On cherche un peu des systèmes similaires aux nôtres, on espère de trouver vraiment des jumelles de la Terre, mais pourtant, ces petites étoiles sont très fréquentes dans la galaxie, et c'est intéressant de savoir si elles ont des planètes, et en plus, si elles en ont, elles se prêtent très bien à des études détaillées, notamment à des possibles recherches de traces de vie, ce qui est quand même l'objectif ultime du domaine. Ce qui est récompensé aujourd'hui, c'est évidemment la découverte, mais c'est toutes les portes qui se sont ouvertes aussi après, parce que les découvertes que vous avez faites ont permis à plein d'autres scientifiques d'en faire. On a découvert beaucoup d'exoplanètes depuis 2017. Oui, en fait, c'est un domaine en plein boom qui est né seulement en 1995. Il y a eu des spéculations sur l'existence de ces planètes, déjà du temps d'Isaac Newton, donc vraiment au XVIe siècle, on en parlait déjà, mais on n'était pas capable de les détecter. Et donc, c'est un domaine très, très récent qui a eu besoin du développement de la technologie, tout simplement pour naître. Des télescopes,
Et puis là, on est à plus de 4000 exoplanètes en moins de 30 ans et on va de plus en plus vers des planètes qui sont similaires à la Terre. Et on veut passer au stade d'après, qui est étudier leur atmosphère, étudier leur composition, leurs conditions de surface, et essayer de déterminer est-ce que certaines de ces planètes sont habitables, voire habitées. C'est précisément l'intérêt des exoplanètes, c'est qu'elles sont similaires, quand elles sont similaires à la Terre. L'objectif final, c'est vraiment trouver de la vie extraterrestre. Vous, c'est ce qui vous passionne au quotidien, c'est votre moteur vraiment de recherche? Depuis que je suis enfant, je suis fasciné par la question est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Donc oui, c'est vraiment mon moteur. Maintenant, je ne vais pas généraliser à tous mes collègues. Il y en a qui sont intéressés par les planètes en tant que telles, par les systèmes planétaires, comment ils se forment, comment ils évoluent, etc. Mais moi, c'est vraiment la vie extraterrestre. Le premier film que j'ai vu étant enfant, c'était E.T. au cinéma. Et depuis, la question d'une vie ailleurs vocation est née. Me fascine, oui. Est-ce que vous pensez que la découverte de vie extraterrestre, c'est quelque chose qu'on doit imaginer dans 200 ans, dans 100 ans, ou que c'est tout à fait possible de découvrir ça d'ici 5 à 10 ans, par exemple? Je dirais d'ici une décennie, on aura les données qui nous permettraient, si la vie est très fréquente à l'échelle de l'univers, d'avoir une première indication. Oui, cette planète est potentiellement habitée, voire arriver à la conclusion ferme. Donc on peut parler de court terme par rapport à la recherche spatiale. Si la vie est fréquente, oui. Maintenant, si la vie est très rare et qu'elle elle se trouve autour d'une étoile sur 1 million, alors là, il faudra être patient, peut-être des siècles. Je voudrais revenir maintenant sur votre parcours, Michaël Gillon. Vous n'étiez pas nécessairement prédestiné à devenir l'éminent scientifique que vous êtes aujourd'hui. Vous venez d'un milieu assez modeste où la science n'était pas nécessairement quelque chose dont on parlait beaucoup. Non, mais ma mère était secrétaire et mon père était ouvrier communal. Et j'étais intéressé par la science comme ça, disons. J'avais un intérêt moyen pour la science. J'étais intéressé par certaines questions, comme est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, comment l'univers est né, etc. Mais on a des photos de vous à l'école, là, notamment. Ah oui, en effet, là, c'est pendant mes études à l'Université de Liège. Ouais. Et donc, j'étais aussi un élève un peu dissipé, un peu rêveur. Et durant mes études secondaires, je ne savais pas très bien vers où j'allais. J'ai envisagé des études scientifiques, mais j'étais un peu découragé par certains professeurs qui me disaient, notamment qui me dit que je n'étais pas fait pour. Et puis et du coup, vous vous êtes dit, je ne suis pas fait pour, et vous n'avez pas fait ça? Tout à fait, oui. Ça me semblait tellement difficile que j'aimais bien le sport aussi. Et donc, finalement, à 17 ans, quand j'ai fini mes études secondaires, je me suis tourné vers l'armée, qui me semblait un bon moyen de concilier sport et salaire. Et ce n'est que par la suite que je me suis découvert une vraie vocation, une vraie passion pour la... Vous avez été réformé après quelques années suite à une maladie. Et alors là, à 24 ans, si je ne m'abuse, vous avez commencé vos études universitaires. Ça montre en tout cas... c'est une forme de résilience, évidemment. C'est se dire aussi que tout est possible, quel que soit l'endroit d'où on vient et quel que soit l'âge qu'on a. Tout à fait, oui. Je pense, beaucoup de jeunes se sentent enfermés dans le système et se sentent pressurisés par le système qui veut qu'ils trouvent leur voie, qu'ils réussissent directement. Or, ce n'est pas du tout le cas. Le système, je pense qu'il est assez souple pour permettre à des jeunes de prendre le temps de se découvrir. Et c'est important de leur laisser ce temps de se découvrir. Il faut parfois un peu de temps pour trouver sa voie. Merci en tout cas d'être venu partager avec nous et félicitations donc pour ce beau prix Francky qui vient de vous être décerné. Direction la province de Luxembourg. On s'intéresse aux chiens de sang dans ce journal. De quoi s'agit-il? Eh bien, de chiens utilisés pour retrouver le gibier blessé. Pour les chasseurs qui ont manqué leur tir, c'est en effet une obligation. Mais voilà, c'est pas toujours simple de retrouver ces animaux blessés qui prennent la fuite. Une association spécialisée peut alors leur venir en aide avec des chiens de sang. Le reportage d'Antoine Lepavec, Yves Colette et Marc Mélon. Nous sommes dans la localité de Roy, près de Marche-en-Famenne. À 6h30, un chasseur a raté son tir et a blessé un chevreuil. En région wallonne, la recherche du gibier blessé est obligatoire. Les chasseurs ont fait appel à l'ABUX, l'association belge pour l'utilisation des chiens de sang. Un conducteur et son chien arrivent sur place. Jean-Louis Boudard pose des questions sur les circonstances du tir. Quelle a été à la balle, après l'impact, quelle a été la réaction du gibier? Est-ce qu'il est tombé, il s'est relevé, il a gratté, il a fait le gros dos? À peu près 5 mètres plus loin de l'endroit où il a été tiré, il s'est mis par terre parce qu'on voit que... Ah, il s'est couché. Il s'est couché. Okay. Et puis, il est reparti. Mais on a préféré ne plus suivre la trace pour justement ne pas effacer le sang et les traces. Ah oui, mais c'est très bien. Psycho est un rouge de Bavière, un chien de sang entraîné pour retrouver le grand gibier. On appelle ça chien de sang, mais en réalité, le chien ne suit pas le son. Le chien suit l'odeur du gibier blessé, qui, lorsqu'il est blessé, dégage une odeur particulière que le chien arrive à reconnaître.
L'endroit a été balisé par les chasseurs. Psycho et son maître sont attentifs à tous les détails. Allez mon chien, regardez le gros morceau de viande ici. 19 minutes après le début des recherches, l'animal est retrouvé. Ses souffrances sont abrégées. À partir du moment où vous blessez un animal, le chasseur doit tout faire pour pouvoir lui permettre une fin correcte et non pas laisser un animal au bois avec une patte en moins. Le conducteur et son chien interviennent volontairement quelques heures après le tir raté. Si on avait travaillé beaucoup plus tôt, une demi-heure ou une heure après le tir, s'il y avait d'autres animaux qui seraient venus ici, parce que probablement que ce chevreuil n'est pas seul, eh bien le chien aurait pu prendre le change, qu'on appelle ça, c'est-à-dire se tromper de voie et de prendre un animal sain et pas l'animal blessé. Comme on a travaillé avec un délai d'intervention relativement important, donc 4 heures, 4 heures et demie, si c'était 4 heures et demie pour la circonstance, eh bien le chien ne s'est focalisé que sur l'animal blessé. Le gibier est identifié et les honneurs sont rendus à l'animal. Les conducteurs de la BUC sont appelés environ 3000 fois par an. Je suis super satisfait. 19 minutes, c'est très court pour trouver un animal qui est blessé. Donc c'est quelqu'un d'extraordinaire avec son chien qui retrouve la trace qu'il fallait, quoi. Les interventions des 55 conducteurs bénévoles de la BUX sont gratuites. Le patrimoine à présent et cette belle rénovation en province de Liège. La roue à aube du moulin de Ferrières tourne à nouveau et s'était brisée lors d'importantes inondations dans les années 50 et elle n'avait jamais été réparée jusqu'ici. Bonjour Marc Mélon, vous êtes avec nous en direct du moulin. La remise en marche de ce patrimoine est assez symbolique. Oui, bonjour Julie, effectivement c'est un nouveau départ pour cette roue qui se trouve derrière moi. Alors, cette roue n'est pas destinée à produire dans un premier temps de l'énergie, mais pour nous, ce fut l'occasion pour nous ce matin de nous pencher sur le passé, sur le riche passé de ce moulin exceptionnel, sur le présent et sur le futur, les projets à venir. Je vous propose de regarder ce reportage que nous avons réalisé ici au moulin de Ferrières à Lavoir avec Cola Wilput et Antoine Lepavec. Une nouvelle roue s'impose pour le moulin de Ferrières à Héron. Les origines de ce site remontent au XVe siècle, un endroit où de nombreux meuniers se sont succédés. Ils ont tous vécu des périodes difficiles. La SB a été pendant des siècles et des siècles traversée par toutes sortes de troupes qui pillaient, rançonnaient ou qui faisaient mettre en prison. De plus, il y avait cette échéance à la fin du mois ou plutôt à la fin de l'année qui était la rente due à l'Église, qui elle ne variait pas, quelles que soient les circonstances politiques, quelle que soit la récolte, le meunier devait payer. Une société de la région spécialisée dans les énergies renouvelables a procédé au placement de la nouvelle roue qui a des spécificités. La roue est grande et étroite parce que le débit de la rivière est très faible et la puissance qu'on obtient est le débit fois la hauteur de chute. Donc pour obtenir la puissance nécessaire, on est obligé de créer une grande hauteur de chute quand on a un si petit débit. Actuellement, l'eau qui alimente la roue est puisée dans une rivière, la Fosse-Roule. Des partenaires, dont le contrat rivière Meuse-Aval, souhaitent à nouveau utiliser ce bassin. Donc initialement, ce bassin a été alimenté par le ruisseau de Fosse-Roule. Cette alimentation a été détruite et l'idée des promoteurs du projet, c'est de la restaurer pour alimenter la roue à eau du moulin de Ferrières. En 2015, la commune de Héron est devenue propriétaire du site. De multiples projets ont vu le jour et il y en aura d'autres. Il y a effectivement un passé en avenir. Donc la première phase est terminée maintenant. C'était la transformation du corps de logis où nous avons réalisé une boulangerie, une brasserie et un gîte. Et la deuxième phase, ce sera la transformation de l'ancienne grange grâce à des subsides du commissariat général au tourisme où nous allons réaliser un centre d'interprétation, donc une espèce de musée qui va tourner autour de la meunerie et des céréales. Des visites du moulin de Ferrières, situé au cœur du parc naturel Burdine-Almehaigne, sont possibles cet après-midi. La foire du livre en version digitale s'achève ce week-end. L'occasion de nous intéresser à un phénomène de librairie. Les bandes dessinées consacrées à l'histoire avec un grand H et aux personnages historiques cartonnent. C'est une façon agréable d'apprendre des choses tout en se distrayant. Le reportage de Dominique Dussin. Un simple coup d'œil dans une librairie permet de se rendre compte du nombre de bandes dessinées consacrées à l'histoire qui paraissent en ce moment. Toutes les périodes sont concernées, de l'Antiquité à nos jours, des biographies littéraires à des personnages historiques. Ce matin, c'est par exemple à cette BD consacrée à Napoléon Bonaparte que s'intéresse cette touriste belgo-américaine. Je suis en train de lire La guerre de Waterloo et ça tombe bien parce que en venant ici, je vois qu'il y a cette BD, donc c'est juste parce que je suis vraiment curieuse en ce moment sur l'histoire de la guerre de Waterloo.
À côté des faits historiques, des biographies sont également à la mode, que ce soit sous forme classique ou de romans graphiques. Ça fonctionne bien. C'est d'ailleurs la BD d'Isler qui est assez extraordinaire, d'ailleurs, point de vue dessin, point de vue scénario, et qui raconte tout à fait la vie de Baudelaire, qui est extraordinaire, d'ailleurs. Je crois que même moi, je ne connaissais pas tout, et en lisant cette BD, j'ai découvert des choses. C'est en effet une des belles sorties de ce mois de mai, Mademoiselle Baudelaire d'Isler. L'histoire du plus punk des écrivains français vue par le biais d'une de ses maîtresses. L'auteur de Sambre et de Bidouille et Violette plonge avec un plaisir évident dans les faits historiques, suivant en cela une tradition ancienne dans le monde de la bande dessinée. La bande dessinée s'est toujours intéressée à l'histoire. Quand j'étais petit, je lisais l'oncle Paul dans Spirou, et c'était une forme extrêmement naïve d'histoire. Mais ce qui m'a donné envie de l'histoire, c'est d'abord l'oncle Paul. Donc voilà, c'est des portes d'entrée. J'ouvre des portes d'entrée. L'histoire est actuellement à la mode, que ce soit à la télévision, en radio, sur Internet ou en librairie. La bande dessinée suit cette tendance, offrant une très grande liberté à l'auteur-dessinateur, qui n'a besoin que de sa créativité et d'un crayon pour faire revivre une époque. L'avantage dans la bande dessinée, c'est qu'on a un seul interlocuteur, c'est son éditeur, donc on n'a pas besoin de convaincre des diffuseurs, des producteurs, des financiers. Vous voyez, on travaille vraiment de façon très individuelle et on a vraiment encore cette liberté totale. Cela dit, c'est dans l'histoire imaginaire que les succès de librairie sont les plus importants. À l'automne, le futur Astérix sera comme à chaque fois le plus gros succès de l'année, alors que les autres héros historiques fictifs continuent d'enchanter les lecteurs. C'est un fameux défi que s'est lancé Eric Rose. Ce jeune retraité de la Défense, passionné de paddle, a décidé de remonter la Meuse en ramant debout 137 km, 4 jours, un challenge personnel pour la bonne cause. Voyez le reportage de Quentin Wekhuizen et Thomas van der Linden. Perdus sur les eaux calmes de la Meuse, on dirait des surfeurs, mais il s'agit en fait de paddleurs. Debout sur sa planche, Eric rame, un hobby pas très commun en Belgique. Le stand-up paddle, c'est pas encore très répandu. C'est une activité qui se développe tout doucement. Et je me suis dit, bah tiens, voilà, c'est quelque chose de peut-être de chouette à faire, quoi. Mais Eric n'est pas juste en promenade, mais bien en plein défi, celui de remonter tout le cours de la Meuse, soit 137 km à réaliser en 4 petits jours, avec des haltes pour dormir et manger. Si ce vendredi, Eric était accompagné dans sa rame quotidienne, le reste du temps, il est en solitaire. J'ai un sac qui est sur ma planche, un gros sac. Dedans, j'ai ma tente, j'ai mon couchage, j'ai donc matelas et sac de couchage. J'ai tout ce qu'il faut pour manger, j'ai des kits de nourriture lyophilisée. J'ai réchaud, les couverts, enfin j'ai tout ce qu'il faut. Une réserve d'eau aussi, j'ai une réserve de 15 litres d'eau. Mais Eric n'est pas totalement seul, sa famille le suit et l'accompagne tout au long de son aventure. Je le suis comme je peux avec ma voiture et moralement je le soutiens. C'est quand même pas un petit peu fou comme défi? Si, mais voilà, je pense qu'il est un peu fou et qu'il a toujours fait des choses un petit peu, pas spectaculaires, mais quand même un petit peu qui sortent de l'ordinaire quand même. Un défi un peu fou qui sort de l'ordinaire et qu'Eric ne fait pas que pour lui. Il voulait le faire pour lui-même au départ. Et puis ici, il s'est dit pourquoi pas le faire pour une association, et une belle association qui est quand même une sorte de revalidation pour personnes à mobilité réduite. Et à mi-parcours, Eric a déjà récolté 3 000 € pour son association Cap to Sport. Il en espère un peu plus d'ici son arrivée dimanche à la frontière néerlandaise pour terminer son défi et prouver à tous que dans la vie, il est parfois bon de ramer un peu. Et on va terminer avec ces quelques images qui nous viennent du Japon. À quelques semaines des JO, les infrastructures de skate ont été testées. Le skateboard qui fait son entrée comme discipline olympique, ça promet quelques moments de télé spectaculaires et ça pourrait aussi changer l'image du skate qui, au Japon notamment, est souvent caricaturé comme un loisir de délinquants. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Daniela Prépéluc, suivie des ambassadeurs qui se rendent à la mer du Nord. Excellent après-midi à toutes et tous. À ce soir, 19h30.